Bonjour à tous. Je suis très contente avec le professeur Jacques Bringer à mes côtés de vous recevoir pour ce 3e Zoom éthique organisé par l'espace de réflexion éthique Occitanie. Alors nous allons donc lancer cette réflexion sur la vaccination. Pourquoi tant d'hésitation au pays de Pasteur? Vous êtes encore nombreux et je vous en remercie à être fidèles à nos rendez-vous. À peu près 200 inscriptions pour cette fois-ci. Et on a l'avantage avec la visio au moins de couvrir toute la région, puisque vous êtes à la fois sur Montpellier, où nous sommes, à Perpignan, à Cahors, à Toulouse, à Albi, à Nîmes, à Sète ou à Bagnols-sur-Cèze, c'est-à-dire dans toute la région. J'ai vu aussi sur les inscriptions que les secteurs du sanitaire public et privé, du médico-social, handicap et EHPAD étaient bien représentés, et aussi beaucoup de particuliers. Donc ça nous donne une grande variété de publics dont on est également très content. Le hasard du calendrier a fait que ce 3e Zoom éthique consacré à l'hésitation vaccinale s'inscrit très exactement dans la semaine européenne de la vaccination. Notre rendez-vous tombe donc à pic. Il est bien sûr et avant tout dicté par le contexte sanitaire qui pèse sur nos vies et les enserre depuis plus d'1 an. Pour introduire cette rencontre, je suis revenue à un article lu récemment et paru le 1er mai dans le journal Courrier International qui s'intitulait « Les Français, ce peuple très méfiant ». Un journaliste hollandais y faisait le bilan d'un séjour de 2 ans et demi en France en tant que correspondant permanent pour le quotidien qu'il emploie aux Pays-Bas. Ce qui l'a frappé par-dessus tout, disait-il tout au long de sa mission, c'est le climat de suspicion à tous les niveaux qui prévaut dans le pays. Tous les reportages qu'il a réalisés à travers le pays, et quel qu'en soit le sujet, dans tous ces reportages, il a retrouvé le sentiment partagé du « on ne nous dit pas tout, on nous ment », le soupçon constant que les autorités manigancent quelque chose. Il est vrai que le complotisme progresse de manière préoccupante dans le monde occidental, mais la France y est particulièrement sujette. Ainsi, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, près de la moitié de la population, il y a peu, pensait encore que les autorités et les laboratoires dissimulent la dangerosité des vaccins. Cette défiance remonte à une dizaine d'années et s'est exacerbée avec la pandémie, une situation aux causes multifactorielles qui résulte sans doute en partie à des controverses qui se sont succédées en France et au long des 20 dernières années. Un sondage Ipsos mené en décembre dernier pour le Forum économique mondial a scruté les intentions de vaccination dans 15 pays, juste avant le lancement des campagnes en Europe. Pour n'en citer que quelques-unes, 78% de la population du Royaume-Uni, qui est pourtant historiquement portée à la méfiance vaccinale, était prêt à se faire vacciner. Hors Europe, 72% au Canada, 60% en Allemagne et seulement 40% en France. Taux le plus faible du monde de personnes prêtes à se faire immuniser contre le Covid-19. Alors, juste quelques semaines après, en janvier, les intentions de se faire vacciner avaient bondi dans tous les pays et en France de 20 points. Depuis, l'adhésion évolue sur un mode ascendant. Aujourd'hui, 7 Françaises sur 10 sont favorables à la vaccination anti-Covid-19. Mais cette tendance a connu des fluctuations jusqu'à ce que le vaccin fasse enfin figure de sésame pour le plus grand nombre. Plus que les théories complotistes dans les réseaux sociaux, les hésitations et certains couacs de la campagne de vaccination, les controverses et la diffusion d'informations alarmistes, largement relayées dans les médias,
sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca notamment, ont fait des dégâts dans l'opinion et ont alimenté des craintes souvent disproportionnées. Aujourd'hui, même s'il subsiste des poches de résistance dans la population, la raison tend finalement à l'emporter sur les fantasmes dans l'opinion. Avec le temps, la confrontation à l'épreuve des faits contribue largement à faire pencher la balance en faveur des bénéfices plutôt que des risques, surtout face à la violence des nouvelles vagues épidémiques. Face à un phénomène d'hésitation qui a pris de telles proportions durant ces derniers mois de pandémie, il y reste une certaine perplexité et des questions en suspens qui dépassent les sphères psychologiques, sociales ou politiques. Derrière l'enjeu crucial de santé publique se posent des interrogations éthiques. Au-delà de sa propre protection, la vaccination assure celle des autres et notamment des plus vulnérables, que ce soit les personnes âgées, les personnes avec un handicap ou toute maladie qui affecte leur système immunitaire. En cela, contribuer à stopper la contamination pour obtenir une immunité collective ne doit-il pas être considéré comme un geste de responsabilité civique et de fraternité élémentaire? Le terme de fraternité dans le triptyque de notre devise nationale, on l'invoque beaucoup moins que celui de liberté ou d'égalité. Si ce n'est pas une évidence ou une conviction pour tous, se pose donc inévitablement la question de l'obligation vaccinale que l'on abordera sans doute. Donc, pour traiter ces questions et tenter de faire la part des choses face au paradoxe de cette méfiance envers la vaccination, nous avons avec nous 4 intervenants aux compétences et aux regards complémentaires que je vais vous présenter. Donc, Éric Delaporte est professeur et praticien hospitalier en infectiologie au CHU de Montpellier, chercheur à l'INSERM et à l'IRD, Institut de recherche et de développement. Il est également responsable d'un grand centre de vaccination, l'Institut Bouissant-Bertrand à Montpellier. Patrick Peretti-Vatel, je vous les présente dans l'ordre d'apparition et de prise de parole, est sociologue à l'INSERM, donc Institut national de la santé et de la recherche médicale, et membre de l'Observatoire régional de santé PACA. Patrick Calvas est PIPH en génétique au CHU de Toulouse et enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Et enfin, Jean-Michel Bruel, qui intervient en tant que représentant des patients et président de l'association France Assos Santé Occitanie. Voilà, et pour entre ces prises de parole, donc, ce sera Jacques Bringer qui sera présidente de l'espace de réflexion éthique Occitanie, qui sera le modérateur des échanges. Chacun des intervenants disposera à peu près de 10 minutes de parole. Viendra ensuite, comme à l'accoutumée, et comme il vous a été dit dans la présentation, un deuxième temps pour des questions que vous aurez posées par chat pendant les interventions et que l'on triera et sélectionnera pour les restituer, avec Aurélie Preciantelli, qui est aussi avec moi, assistante aussi de notre espace. Voilà, je laisserai donc la parole à Éric Delaporte pour la première intervention. Donc, Éric, c'est à vous. Oui, merci Pascaline. Bonjour à tous. D'abord, merci à Jacques Bringer et à vous de m'avoir proposé de participer à cette session. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Donc j'ai un court diaporama de présentation générale du contexte vaccinal. Est-ce que ça part en écran? Voilà. Donc, juste pour repositionner l'état des lieux sur de quoi parlons-nous. Les vaccins, vous savez, c'est avant tout la protection individuelle, que ce soit en pré-exposition, hein, c'est-à-dire avant d'avoir été en contact avec un agent infectieux, ou en post-exposition pour limiter le développement d'une maladie. Et vous l'avez dit, Pascaline, quand on se vaccine, enfin c'est tout le paradigme des maladies infectieuses, quand on se soigne, c'est pour soi, mais c'est aussi pour l'autre. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, de ce débat, c'est de savoir jusqu'où on peut aller par rapport à l'autre.
La vaccination dans la lutte contre les épidémies, c'est un élément majeur, que ce soit au niveau des clusters que nous avons encore en France autour de cas de méningite dans une boîte de nuit, de cas de rougeole à la fac, où on va vacciner l'entourage. Et puis, il y a bien sûr la lutte contre les épidémies, et là, c'est plus sur mon expérience en Afrique, que ce soit Ebola, et je parlerai, pour conclure, de ce qui se passe également sur le Covid et la vaccination Covid dans le contexte africain. La vaccination également, vous l'avez dit, c'est également focalisé sur des groupes de population très spécifiques, en particulier les plus vulnérables, ou alors dans des contextes professionnels ou festifs, type voyageurs, qu'on va conseiller un certain nombre de vaccins. Quelque chose qui complique complètement la vaccination, c'est le statut des vaccinations, entre obligation et recommandation. C'est parfois bien compliqué de faire la part des choses, et quand on est en face de nos patients, c'est parfois difficile qu'ils comprennent ce que l'on veut dire. D'autant qu'au niveau de l'obligation, il y a différents niveaux d'obligation. Alors pour ce qui est d'obligatoire en France, vous avez vu récemment une augmentation de l'obligation, et c'est quand même une décision tout à fait courageuse de Mme Buzyn en 2018 d'avoir passé à 11 maladies le nombre de celles qui étaient obligatoires dans un contexte de discussion. Et finalement, on s'aperçoit rétrospectivement que ça a été globalement bien accepté, cette obligation sur 11 maladies. Concernant les vaccinations recommandées, elles sont aussi utiles et nécessaires que les obligatoires, et c'est tout à fait un enjeu, et on voit la problématique sur la vaccination de la grippe, quand même, qui sauve un nombre de vies incalculable chaque année, et dont l'acceptabilité demeure de moins en moins importante. Et puis, dans ma pratique de médecine des voyages, on a cette notion de conseil aux voyageurs, et pour voyager, il y a des vaccins qui sont obligatoires, bon, la méningite si on va à la Mecque, et puis pour l'Afrique subsaharienne et l'Amazonie, pour faire simple, la fièvre jaune. C'est un vaccin vivant atténué qui n'est pas sans effet secondaire, et quand on dit que c'est obligatoire, on l'accepte. Et les pays qui demandent l'obligation, c'est à la fois pour soi, parce que dans les pays où ça circule encore, mais c'est parfois des pays qui n'ont plus de fièvre jaune, et c'est le pays qui va se protéger si on vient d'un pays endémique. Et donc là, c'est une notion d'obligation qui est également assez différente. On va prévenir l'introduction de nouveaux virus. Alors pour revenir sur l'obligation, régulièrement, fièvre jaune, on me dit oui, pas de problème. Et lorsque je propose d'autres vaccins où le risque infectieux est bien plus important, l'hépatite A, l'hépatite B pour les longs séjours, on se retrouve dans des discussions qui sont parfois sans fin sur la pertinence et pourquoi, etc. Et donc c'est vrai que cette notion d'obligation fait passer parfois des vaccins d'une façon comme une lettre à la poste, pour faire simple, par rapport à des enjeux de santé publique qui sont plus importants, mais sur une notion de recommandé qui n'est pas comprise comme telle. Alors pour revenir sur les 11 nouveaux vaccins qui ont été recommandés finalement dans la douceur, après la décision d'Agnès Buzyn, on voit qu'il y a la notion d'obligation ne s'accompagne pas de sanctions si on ne le fait pas. Par contre, ça va limiter la possibilité d'accès à la collectivité si on n'est pas à jour. Donc c'est une coercition indirecte, mais qui semble, encore une fois, relativement efficace et à discuter, je pense. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi on revient à cette notion de vaccination quand on voit le bilan de la vaccination au niveau international, et on s'aperçoit que ça a été quelque chose d'assez extraordinaire avec ce qu'estime l'OMS de sauver 2 à 3 millions de vies dans le monde chaque année, ce qui est en termes d'impact de santé publique, c'est difficile de faire mieux. Alors, et avec des maladies qu'on a éradiquées. La polio qui date depuis des millénaires, c'est un bas-relief d'Égypte qui montre un polio, on a annoncé son éradication en 2020 seulement, alors qu'il aurait pu être éradiqué depuis pas mal de temps en fait. Ce qui s'est passé dans les années 2000, là une fois encore, on était face aux fake news, c'est-à-dire qu'au Nigeria, mais également au Pakistan, il y a eu un certain nombre d'informations disant que ça rendait les femmes stériles, que ça transmettait le VIH. Arrêt des campagnes de vaccination. Dans les pays limitrophes, le niveau de la vaccination n'était pas suffisant, et on a eu des cas secondaires dans tous les pays limitrophes avec une micro-épidémie qui est repartie en Afrique de l'Ouest. On voit que même dans un contexte où le virus a quasiment disparu, il peut réémerger,
dès qu'on baisse la garde. Et ça, c'était également une information très importante au niveau de l'importance de continuer la vaccination, même si, a priori, le virus ne circule quasiment plus. Bon, en France, je vais faire court, puisque c'est des évidences. La polio, après la Deuxième Guerre mondiale, a baissé de façon drastique. Là, c'est une photo que j'étais formé à Claude Bernard. C'est un hôpital qui a été formé aux portes de Paris au siècle précédent, simplement pour les polios. Et avec ses poumons métalliques, et avec ses enfants qui allaient risquer de passer leur vie avec ces poumons métalliques. Enfin, ils mourraient malheureusement avant de complications. Le tétanos, bien sûr, est quasiment éradiqué, mais on en voit encore quelques cas et beaucoup de cas en Afrique. Et puis, diphtérie, coqueluche. Et puis, le diagramme sur la transplantation pour hépatite B était très intéressant parce que c'est un vaccin polémique, comme vous le savez. Et bien, on voit que la promotion de la vaccination, on a eu quand même une très nette chute des transplantations pour hépatite B. Donc, vraiment un impact évident. Alors, cet impact évident, ça a pour conséquence qu'on ne voit plus la maladie. Mais on voit les effets indésirables, les effets secondaires qui prennent une ampleur parfois tout à fait important, et on ne voit plus le bénéfice-risque. Et ça, c'est aussi un mot-clé, c'est cette notion de bénéfice-risque qui est parfois difficile à expliquer, parce qu'on voit et c'est normal, on va le voir à un titre individuel, ce risque, et non pas à un niveau collectif. Malheureusement, dans le cas de mesures de santé publique, pour sauver le maximum de gens, parfois, il y a quelques personnes qui vont avoir des effets secondaires. Et c'est cette notion de santé publique et de bien collectif qui est parfois difficile à transplanter sur un plan individuel. Alors la défiance vaccinale, elle date pas d'hier, et c'est bon, cette caricature est assez connue, mais la vaccine de Jenner des années 1800, d'emblée, il y a eu ensuite des caricatures. La vaccine, c'était contre la variole, et c'était la variole de la vache, par analogie, qui nous protégeait de la variole. Et on voit des petits veaux qui vont pousser un peu partout. Donc c'est pour dire que cette notion de peur par rapport à l'inoculation de quelque chose d'étranger n'est pas du tout récent, et on voit sur ce diapositive la succession des événements, les mouvements protestataires au Royaume-Uni et aux États-Unis, une société anti-vaccination, donc déjà dans les années 1900. Vous voyez, c'est pas récent. Et ce que vous disiez, Pascaline, est très, très juste, c'est-à-dire que depuis les années 60 et surtout les années 90, on voit des polémiques autour pas d'effets de maladies, sclérose en plaques et hépatite B, le problème de l'aluminium, le problème des maladies auto-immunes et de l'HPV, et puis avec bien sûr un retentissement médiatique avec le professeur Joyeux, avec le professeur Montagnier, avec des grands noms entre guillemets qui font que c'est rebâti ça prend une ampleur médiatique totalement délirante, et c'est vrai que ça concourt énormément aussi à ces hésitations vaccinales. Si bien que la France, comme vous le disiez, on est champion du monde de l'hésitation vaccinale. Cette étude d'Heidi Larsson est une étude de référence, où elle a fait des études, vous voyez, sur de très nombreux pays, et on voit qu'à la question, je pense que globalement les vaccins sont sûrs, près d'un Français sur deux répond par la négative. Et donc c'est vrai, et on est le seul pays rouge foncé, grenat, au niveau de cette cartographie, mais on voit que dans les autres pays, ce n'est pas non plus si rose que ça. Alors, les thèmes qui composent l'hésitation vaccinale seront développés par les autres orateurs de façon plus profonde que cette diapo. Il y a des questions tout à fait légitimes sur l'efficacité. C'est notre rôle de médecin, bien sûr, d'expliquer en quoi les vaccins qu'on va donner sont efficaces. Par exemple, dans ma pratique quotidienne, pour le vaccin contre la typhoïde, quand on part à l'étranger, pour des courts séjours, je ne vais pas vacciner, parce que c'est un vaccin qui est efficace qu'à 60%, contre une bactérie pour laquelle on a un traitement très efficace. Par contre, pour un long séjour, ça vaut le coup parce que le risque cumulé, là, fait que le bénéfice-risque va pour la vaccination. Donc, cette notion d'efficacité, il faut prendre le temps de l'expliquer aux patients. Les vaccins sont inutiles. Là, c'est parfois plus compliqué parce que effectivement, on ne voit plus les maladies, comme je disais, par rapport à la polio, et les gens ne peuvent ne plus voir finalement l'intérêt de se vacciner, parce que c'est clair que si on n'est pas vacciné contre la polio aujourd'hui en France, on ne risque pas trop d'attraper la polio, à titre individuel. Mais si à titre collectif, on s'amuse à raisonner comme ça peut devenir une catastrophe. Donc c'est toujours la problématique entre l'individu et le collectif. Les vaccins sont dangereux. Et alors là, il y a un amalgame entre les effets secondaires
attendu, cette balance bénéfice-risque, versus tout ce qui est apparu autour de polémiques qui sont parfois des polémiques franco-françaises, comme la sclérose en plaques et l'hépatite B, par rapport à l'autisme et cette étude dans le Lancet qui a été retirée, et le vaccin contre la rougeole, par rapport à l'aluminium et le syndrome de fatigue chronique, HPV et les maladies auto-immunes. À chaque fois, les études scientifiques montrent qu'il n'y a pas de causalité, et coïncidence ne veut pas dire causalité. Et en même temps, c'est vrai qu'on a dans nos histoires de patients que nous suivons des cas qui individuellement sont troublants de manifestations de type sclérose en plaques après une vaccination. Mais encore une fois, quand on a mis en place la vaccination de masse, c'était une décision de Bernard Kouchner, c'est vrai qu'on s'est mis à vacciner énormément de gens, mais l'incidence globale de la sclérose en plaques n'a pas augmenté avant ou après vaccination. Et il y a eu bien sûr quelques cas individuels de sclérose en plaques qui ont créé, entre autres, cette polémique. Un dernier aspect, mais sans doute pas le dernier en fait, le monde des vaccins est opaque. Et c'est tout ce qui va être autour de la défiance par rapport des autorités de santé, par rapport à la corruption potentielle du système de santé, sur ses marchés, sur l'organisation également de la production, avec des pénuries qui sont parfois considérées comme organisées. On le voit, nous, par exemple, vaccin contre la fièvre jaune, la dernière épidémie de fièvre jaune en RDC, ce sont des demi-doses qui ont été injectées parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins. Alors pourquoi il n'y avait pas assez de vaccins? Pourquoi est-ce qu'on veut maintenir l'épidémie malgré tout? Enfin, il y a plein d'idées fausses qui circulent parce qu'on se retrouve dans des situations récurrentes de pénurie par rapport à un certain nombre de vaccins. Et puis, pour revenir sur la dangerosité et la polémique, il y a des décisions de justice de dédommagement qui sont, comme il n'y a pas de causalité, nous, ça nous surprend, mais comme c'est des vaccins obligatoires, on se doit de prendre en compte les effets indésirables potentiels, et la justice, parfois, fait le lien entre... mais ça n'établisse pas d'un point de vue médical la réalité du lien entre vaccin et survenue de la pathologie démyélisante. Ça, c'était pour la sclérose en plaques dans le cas de l'hépatite B. Donc c'est vrai que, mais ça donne de l'eau au moulin de ceux qui pensent que c'est bien la preuve, si on est dédommagé, c'est qu'il y avait bien une conséquence directe de notre vaccination. Le paradoxe aussi que vous connaissez bien, c'est que on est un peu contre les vaccins, et même parfois beaucoup contre, mais en même temps, on espère avoir un vaccin contre le paludisme, contre la dengue quand on voyage, et puis on voit bien pour les nouvelles épidémies, les patients que l'on suit pour le VIH, mais quand est-ce que j'aurai le vaccin? Et dans le pays du Sud, pour Ebola, heureusement qu'on a eu un vaccin très rapidement, et pour le Covid, vous connaissez l'histoire qui se fait en live actuellement. Et puis, on est en attente du vaccin, mais quand ça va trop vite, comme dans le cas du Covid, entre guillemets trop vite, c'est louche, et puis le mRNA, c'est quoi? C'est nouveau, on n'a pas de recul, c'est peut-être dangereux, puis c'est louche que ça aille si vite finalement, c'est peut-être bien la preuve que c'est une maladie qu'on a provoquée pour vendre du vaccin, etc. Et on arrive là aussi dans des délires que les orateurs qui nous suivront développeront mieux que moi. Et c'est vrai que on se retrouve dans cet énorme paradoxe du vaccin que l'on veut, et quand il est là, on s'en met à douter de lui. Juste pour terminer sur l'Afrique et sur Ebola, l'épidémie de 2014-2016 a été la plus dramatique, plusieurs milliers de personnes. Et heureusement, on a eu ces vaccins Merck qui ont été mis en place sur la fin de l'épidémie, mais suffisants pour éviter la réémergence de l'épidémie. Et puis récemment au Congo, pareil, on a pu utiliser ce vaccin Merck et un autre, GNJ. Les deux sont basés sur des plateformes d'adénovirus comme l'AstraZeneca. On n'était pas dans une problématique individuelle, bien sûr, dans une problématique de sauver des populations, de vaccination des contacts, ce qu'on appelle la vaccination en anneau, pour contrôler la diffusion de l'épidémie. Et ces vaccins qui sont arrivés en fin d'épidémie, ont permis de sauver la nouvelle épidémie, d'anticiper sur les nouvelles épidémies, et maintenant ça fait partie intégrante de notre arsenal. Et là, on ne se pose pas la problématique est-ce que c'est utile ou pas utile, mais avec les réseaux sociaux, on voit que lors de la toute dernière épidémie de RDC, la résurgence qu'il y a eu il y a quelques mois, vacciner commençait à être plus compliqué, parce que là, on voyait que quelques cas, on pensait qu'Ebola était fini, et
même dans un contexte post-maladie quasiment mortelle une fois qu'elle est développée, on se pose des questions sur ces vaccinations de masse dans les villages. Concernant la vaccination Covid en Afrique, alors là, on est également sur un double paradoxe. Et vous avez vu dans les journaux, c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de vaccin au Sud. C'est une inégalité criante. Et le mot d'ordre, ce serait qu'on soit tous vaccinés à hauteur de 70-80 pour avoir une immunité collective. Quand on regarde dans les faits, donc il y a un programme qui s'appelle COVAX, qui souhaite qu'il y ait 20% des vaccins qui soient réservés aux pays du Sud, et c'est bien légitime. Mais là où on voit que c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, seulement les 2 tiers des doses disponibles sont distribuées. Et seulement un peu plus de 1% de la population a reçu une première dose. Il y a des doses qui sont pas, il y a des restitutions de doses, il y a des lots qui ont dépassé la date de péremption. Et alors, plusieurs facteurs. D'abord, l'organisation des systèmes de soins, c'est pas seulement parce qu'on a des vaccins qu'on peut vacciner. Et également, il y a des attitudes dans les populations qui sont très réfractaires à la vaccination, avec ce deuxième paradoxe africain, c'est que l'épidémie paraît faible. En fait, le virus a largement diffusé, sauf que la population, entre autres, est extraordinairement jeune. Donc l'impact sur la mortalité est très faible. Et dans les réseaux sociaux, parfois, c'est présenté comme la maladie qui tue les vieux blancs. Et quelque part, c'est vrai que dans beaucoup sauf en Afrique du Sud, où là, l'épidémie a été importante en termes d'impact sur la mortalité, dans beaucoup de pays d'Afrique, finalement, l'impact est en termes de mortalité et en termes de morbidité est minime par rapport aux autres maladies. Pourquoi on aurait besoin d'être vacciné? Est-ce que ça correspond à quoi cette volonté qu'a le Nord de vouloir nous vacciner? Et donc, l'étude qui a été faite par Alice Desclos, qui est médecin anthropologue dans mon unité, sur essayer de comprendre la défiance en Afrique, c'était sur plusieurs pays africains, on retrouvait des choses comme chez nous, de la dangerosité du vaccin Covid, des vaccins en général, et puis quelque chose aussi qui est très, 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 très fort, c'est la notion qu'on pourrait considérer, nous, Africains, comme des cobayes par les Occidentaux. Et il y a eu effectivement dans le passé des choses inadmissibles. Et puis il y a eu également des paroles tout à fait inappropriées sur LCI d'un médecin qui a déclaré pour les essais BCG qu'on pourrait les tester éventuellement en Afrique, comme si c'était une terre un safari médical. Et donc des propos totalement inacceptables qui ont tourné en boucle sur cette notion de c'est quoi ces produits qu'on veut nous imposer alors qu'on n'a pas la maladie, que l'impact, etc. Et vraiment, on rentre aussi dans cette notion de complot relayé par les réseaux sociaux sur un complot occidental, sur un complot des puissants, qui fait qu'il y avait une réticence extraordinairement importante par rapport au vaccin contre le Covid. Et tout ça pour dire que c'est pas seulement un problème de manque de vaccins, il faut des vaccins pour l'Afrique, bien évidemment, mais l'environnement pour se faire vacciner doit être travaillé vraiment de façon très importante. Et alors, il y a une évolution, c'est un peu comme chez nous en France, quand au début du vaccin, on était très réticents, puis avec l'arrivée du vaccin, on est devenu moins réticents. On voit que dans un certain nombre de pays, comme le Sénégal, l'acceptabilité s'est énormément améliorée. Par contre, il y a un certain nombre de pays où l'acceptabilité, ça c'est des études qui ont été analysées, qui ont été faites en début d'année, donc elles viennent d'être terminées d'être analysées, et on voit qu'on est à 30-40% seulement d'acceptabilité, donc une évolution un peu positive, mais qui montre à quel point la réticence au vaccin peut prendre des ampleurs tout à fait extraordinaires à l'échelle mondiale dans le futur. Donc voilà, je reste là en termes d'introduction sur le contexte général de la vaccination et je vous rends la parole. Merci Eric de ce tour d'horizon avec le recul important, l'expérience et aussi élargir l'angle de vue sur d'autres pays que le nôtre avec ces réflexions sur les vaccins anti-Ebola et sur la particularité africaine du regard vis-à-vis du Covid. Parmi les questions, et puis c'est la seule, et nous passerons au deuxième orateur, il est demandé si en Afrique, les vaccins disponibles aujourd'hui
ont la même sécurité, sont en gros du même type que les vaccins occidentaux, ou s'il peut y avoir des doutes, par rapport à certains types de vaccins diffusés dans ce continent. Alors, il y a deux aspects. Alors, il y a globalement les voies de vaccination. Il y a le programme COVAX, c'est les mêmes vaccins que chez nous. Et puis après, il y a tout ce qui est, entre guillemets, diplomatie sanitaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir le vaccin russe et le vaccin chinois. Et là, par contre, on n'a pas les mêmes données en termes d'évaluation que pour les vaccins classiques. Et donc, et je vois, j'ai un collègue camerounais qui m'a dit entre le chinois et le russe, je prends lequel. Et donc, et on voit que les circuits d'approvisionnement, malheureusement, ça reste également des circuits d'influence diplomatique et d'enjeux commerciaux qui sont derrière cette vaccination et l'introduction de ces vaccins, qu'ils soient occidentaux via COVAX, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient russes. Et ça l'emporte parfois. Donc, pour revenir à la question, il y a effectivement Sinopharm et Sputnik qui sont extraordinairement présents et pour lesquels on a moins d'évaluations. Sputnik, on commence à avoir des évaluations. Moi, je n'ai pas vu directement. Par contre, Sinopharm, il semble bien qu'il y ait une efficacité un peu moindre. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Donc, je donne la parole à Patrick Peretti-Vattel pour le regard du sociologue afin de tenter de mieux comprendre ce qu'est cette hésitation vaccinale et le pourquoi d'une défiance avec, bien sûr, une analyse qui a sa propre façon de voir les choses. À vous. Merci. Vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran? Oui. Très bien. Donc effectivement, oui, je vais vous parler de la question de l'hésitation vaccinale telle qu'on l'étudie en sociologie. Je précise que je suis membre du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mais que je m'exprime en mon nom propre aujourd'hui. Je n'exprime pas forcément le même point de vue que mes collègues. Alors, évidemment, il ne suffit pas d'avoir des vaccins, encore faut-il que les gens en veuillent. Et c'est pour ça qu'on suit les attitudes des Français à l'égard du vaccin ou des vaccins contre la Covid-19 depuis plus d'un an. Pour rappel, on a tous en mémoire, et en particulier celles et ceux qui sont responsables de la campagne de vaccination actuelle, l'échec de la campagne de vaccination anti-H1N1 en 2009, en 2009-2010, puisqu'à l'époque, pour rappel, on avait acheté des vaccins pour toute la population française et seuls 8% des Français avaient accepté le vaccin. Je vous ai mis une petite évolution là, de la courbe des personnes qui refusaient le vaccin. Ça a déjà été évoqué. J'y reviendrai à la fin. Juste un point à signaler important qui est que, apparemment, si on veut que la protection, que l'unité collective soit suffisante, il faut viser des taux de vaccination de l'ordre de 80% en France sur 10. Donc c'est beaucoup. Et ça ne sera pas si facile d'y arriver. Alors, l'hésitation vaccinale, effectivement, c'est une notion qui est beaucoup utilisée en santé publique et qui est souvent présentée comme un obstacle à la campagne de vaccination actuelle. Donc, je voudrais revenir là-dessus. Alors, déjà, j'ai regardé hier, il y avait déjà plus de 300 articles scientifiques qui sont parus dans des revues biomédicales ou de santé publique sur la question de l'hésitation vaccinale et de la Covid-19. Alors, du point de vue des sociologues et des experts de l'OMS qui travaillent dessus, parmi lesquels notamment il y a des anthropologues justement comme Heidi Larson, l'hésitation vaccinale, ça renvoie, on va dire, à une nouvelle manière d'appréhender la façon dont le public, mais pas que le public, j'y reviendrai, se positionne par rapport au vaccin. Donc c'est une expression qui a été proposée il y a à peu près une dizaine d'années suite au déclin de la confiance du public à l'égard des vaccins. Donc effectivement, quand on a commencé à parler d'hésitation vaccinale, c'est parce qu'on était confronté à une forte croissance de la défiance à l'égard des vaccins, même si la défiance et l'hésitation ne sont pas la même chose. Donc là, je vous ai mis en anglais la définition à laquelle sont parvenus les experts de l'OMS. Donc l'hésitation vaccinale, ça renvoie au fait de ne pas accepter tout de suite, voire de refuser un vaccin malgré sa disponibilité, sachant que c'est un phénomène complexe qui varie dans le temps, dans l'espace et selon les vaccins. Donc de ce point de vue-là, l'hésitation vaccinale, ce n'est pas juste un synonyme d'opposition au vaccin, il y a un renouvellement dans la façon dont on pense, la façon dont les gens se positionnent par rapport au vaccin. Ce n'est pas un synonyme d'anti-vaccination, ça c'est un point qui est important parce que même dans des publications internationales,
il y a encore souvent cette confusion entre anti-vax, entre guillemets, et hésitation vaccinale. Est-ce que c'est une façon de dire que les gens n'ont plus confiance dans les vaccins? Pas exactement, je vais y revenir. Il y a effectivement une question d'un problème de confiance qui est central, mais il n'y a pas que ça. Et ensuite, est-ce que c'est un problème, l'hésitation vaccinale? En tout cas, pour l'OMS, oui, puisque des captures d'écran, d'extraits de journaux, je crois que c'est en 2019, l'OMS a sorti son top 10 des plus grandes menaces pour la santé publique mondiale et l'hésitation vaccinale a fait son entrée fracassante dans ce top 10 en 2019. Juste avant, je vous avais mis quelques autres exemples pour voir qu'effectivement, la question de l'hésitation vaccinale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces dernières années. On en a parlé dans le Lancet, en Science. Il y a eu beaucoup d'articles. Les uns disant que c'est bien parce que finalement, si les gens sont hésitants, ça va nous pousser à être plus précis sur le discours qu'on leur apporte. D'autres, pour souligner au contraire que les gens qui sont hésitants, il faut qu'ils en payent le prix du point de vue des conséquences que ça a. Donc c'est vraiment une notion qui suscite beaucoup de commentaires et d'analyses. Là, je ne vais pas le commenter, mais je vous ai juste mis un modèle qui a été proposé pour essayer de comprendre l'hésitation vaccinale. Donc, je ne vais pas détailler toutes les cases et leurs relations entre elles, juste souligner le fait que si vous regardez bien, en fait, le mot confiance est un peu partout et qu'on est bien sur un processus de décision individuelle. Et si vous regardez la case de droite, vous voyez aussi que les professionnels de santé peuvent être concernés par l'hésitation vaccinale. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour ça que je disais que la notion d'hésitation vaccinale, elle permettait de comprendre différemment et peut-être mieux les attitudes à l'égard des vaccins du public, mais pas que, des professionnels de santé aussi. Alors, pour revenir juste sur les points importants de mon point de vue dans cette notion d'hésitation vaccinale, d'abord, il y a une idée que les gens ont de moins en moins tendance à accepter ou à rejeter d'emblée un vaccin, mais qui vont évaluer les risques et les bénéfices au cas par cas. Alors moi, je fais souvent un parallèle entre les électeurs, c'est comme dire, on pourrait imaginer qu'on a des électeurs qui sont de gauche ou de droite, et qui vont donc systématiquement voter à gauche ou à droite suivant les élections, mais on peut aussi imaginer un électeur qui, suivant l'élection, le contexte, le candidat, le programme, un coup il va voter pour le candidat de gauche, un coup pour le candidat de droite, et puis la troisième fois, peut-être qu'il n'ira pas voter. Et la vaccination, l'hésitation vaccinale, ça renvoie un petit peu à l'idée, à savoir que les gens vont effectivement prendre une décision pour chaque vaccin, et donc ça va éventuellement les conduire à accepter un vaccin pour eux ou pour leur enfant, à en retarder un autre ou à en refuser un troisième. Et aussi souligner le fait que souvent ils acceptent le vaccin malgré leurs doutes. C'est-à-dire quand on fait des enquêtes avec des entretiens qualitatifs auprès de personnes sur des questions rétrospectives des vaccinations de leurs enfants au cours des années passées, souvent les gens se souviennent qu'ils ont beaucoup douté, mais ils ne se souviennent plus forcément si finalement ils ont fait vacciner leur enfant ou pas. Alors effectivement, la confiance, ça joue un rôle essentiel dans ce processus de décision, comme illustrait le petit graphique que je vous ai montré avant. Alors, on peut parler longtemps de la question de la confiance, je vais essayer d'être assez bref sur ce point de vue-là, juste pour souligner le fait que, alors, notamment c'est ce que le professeur Delaporte évoquait quand il parlait de l'opacité des vaccins. Pour nous, sociologues, ce qui est important, un des aspects très importants des sociétés contemporaines, alors c'est ce qu'on appelle, c'est une expression assez barbare, le désenchâssement des relations sociales, c'est dire en fait que de plus en plus aujourd'hui dans notre quotidien, grâce au progrès technologique qu'on a fait en particulier, on dépend en fait de tout un tas de gens qu'on ne va jamais rencontrer qui sont des anonymes. Alors, pour prendre le cas d'un vaccin, par exemple, si j'accepte de me faire vacciner, implicitement, ça veut dire que je fais confiance aux personnes qui ont conçu le vaccin, à celles qui l'ont testé, aux autorités qui ont autorisé la mise sur le marché, à l'usine qui l'a produite, aux distributeurs qui l'ont transporté de préférence en respectant la chaîne de froid quand il y en a une à respecter, jusqu'à finalement celui qui va me vacciner. Donc finalement, celui qui me vaccine, il est le représentant de toute une chaîne qui implique tout un tas de personnes qui sont très distantes, que je ne connais pas, que je ne rencontrerai jamais. Et c'est pas facile de faire confiance à tous ces gens qu'on n'a jamais vus et qu'on verra jamais. Alors là, je prends l'exemple d'un vaccin, mais vous pouvez remplacer vaccin par téléphone portable ou ascenseur. Et vous voyez qu'effectivement, dans notre quotidien, on a un confort et on a une capacité à avoir des objets très performants, mais la contrepartie, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche et qu'on est obligé de faire confiance à tout un tas de gens qu'on ne connaît pas. Et c'est un point qui est important dans la vaccination. Un point aussi qui est important, c'est de souligner que finalement, là où la confiance peut s'instaurer dans une vraie relation de face à face, c'est en bout de chaîne, avec celui qui vous prescrit le vaccin et qui vous vaccine. Donc, ça invite aussi à souligner le rôle du médecin, en particulier du médecin généraliste, dans l'hésitation vaccinale et dans l'acceptation au final des vaccins. Et puis le troisième aspect qui pour moi est important dans cette idée d'hésitation vaccinale, c'est de souligner le fait que si effectivement l'hésitation, les gens hésitent pas seulement parce que ils ont des craintes irrationnelles ou ils paniquent sur des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qu'effectivement
on peut légitimement douter d'un vaccin et prendre le temps d'évaluer effectivement les coûts, les risques, les bénéfices pour prendre une décision. Ça invite aussi à considérer que même des professionnels de santé peuvent être hésitants. Et effectivement, il y a tout un tas de travaux en France ces dernières années, notamment menés par mon collègue Pierre Berger, sur l'hésitation vaccinale des professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmières ou d'autres catégories de professionnels de santé. Et on observe effectivement qu'il y a aussi d'ailleurs des études qui sont parues sous les chiffres de l'adresse, je crois, en début janvier dernier, qui montrent aussi qu'à l'époque, parmi les médecins généralistes, il y avait effectivement une minorité, je crois que c'était 20% et quelques, qui faisaient preuve d'hésitation vaccinale à l'égard du vaccin contre la Covid-19. Donc c'est important aussi de voir qu'il peut y avoir des doutes légitimes et c'est important de les prendre en compte et justement donc de bâtir une relation de confiance qui permette de passer outre. Alors, comme je le disais, donc ces professionnels de santé, ils jouent un rôle clé. Parce que dans l'exemple que je donnais précédemment, voilà, c'est finalement quand j'accepte de me faire vacciner, je fais confiance à tout un système de santé, mais la seule personne que je peux quasiment toucher du doigt et que je vois, c'est le médecin qui me prescrit le vaccin et qui me l'administre. Donc, il a vraiment un rôle très, très important à jouer de ce point de vue-là pour instaurer et rétablir la confiance. Un autre aspect une autre raison pour laquelle il joue un rôle crucial, c'est qu'en fait, quand on parle d'hésitation vaccinale, donc on met l'accent sur le fait qu'on a affaire à des gens qui vont être capables de rechercher de l'information, de la croiser, de consulter différentes personnes pour se former à leur propre jugement. Mais c'est un modèle qui décrit quand même les comportements d'un individu idéal qui a du temps et de la ressource pour faire ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de faire ce travail-là, en particulier pour les vaccins. Un certain nombre de vaccins, y compris les vaccins destinés aux enfants. Et donc, souvent, en fait, finalement, les gens, plutôt que de se poser beaucoup de questions sur chaque vaccin, on a pu observer qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver le bon médecin dans lequel ils ont confiance. Et ensuite, ils délèguent une bonne partie des décisions vaccinales aux médecins. Donc, tout ça pour dire que les médecins, en particulier les médecins généralistes, ont vraiment un rôle capital à jouer sur ces questions de vaccination et d'hésitation vaccinale. Alors, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, alors d'un certain point de vue, la notion d'hésitation vaccinale est très pertinente puisqu'elle met l'accent sur le fait qu'on a affaire à des gens qui vont devoir prendre une décision, s'informer, peser le pour et le contre. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte où, suivant votre âge, vos comorbidités, éventuellement les risques auxquels vous expose votre activité, le fait que vous ayez des personnes fragiles dans votre entourage, vous allez être amené à accepter ou non un vaccin, sachant que vous avez le choix. On a un certain nombre de vaccins, comme ça a été évoqué, effectivement, qui peuvent inquiéter parce qu'ils sont très novateurs ou au contraire classiques, qui ont des taux d'efficacité variables, qui sont a priori plus ou moins efficaces suivant le virus ou suivant le variant auquel on est confronté. Donc, on est vraiment dans cette situation où chacun doit prendre une décision, peser le pour et le contre en fonction de tout un tas de paramètres. Et là, de même qu'en général, j'évoquais le fait que souvent, il y a beaucoup d'incitations vaccinales de doute, mais qu'au final, les gens seront vaccinés. Je pense que là aussi, effectivement, c'est tout à fait légitime que les gens s'interrogent, mais au final, malgré leurs doutes, il y aura probablement beaucoup de gens qui vont, malgré leurs doutes, se faire vacciner. Alors, sur la question de la confiance, donc, dans l'hésitation vaccinale, il y a aussi cette idée que les gens ne vont pas accepter d'emblée un nouveau vaccin, mais qu'il va falloir les travailler, leur apporter de l'information et les convaincre. Il faut construire la confiance, qu'elle ne va pas de soi. Alors, là, donc, pour le coup, dans le contexte actuel, donc, il s'agit de susciter la confiance du public, mais aussi des professionnels de santé, parce qu'on a vu qu'il y a certaines résistances aux vaccins, y compris chez les professionnels de santé. À l'égard de nouveaux vaccins, donc là aussi, c'est une difficulté dont certains sont des innovations. Donc, effectivement, on a pu voir qu'il y avait des inquiétudes par rapport à la technologie des ARN messagers, même si on a essayé effectivement de rassurer les gens sur ces aspects-là. Dans un contexte de crise aussi qui dévoile des aspects de la vaccination qui étaient jusque-là ignorés par le plus grand nombre. Ça, c'est un autre aspect des crises sanitaires, c'est que souvent, elles compliquent leur gestion parce qu'elles mettent au jour des choses qui n'étaient pas forcément cachées, mais que beaucoup de gens ignoraient. Par exemple, au moment de la crise de la vache folle en 1996, effectivement, il y avait cette question de en mangeant un steak, je risque d'ingérer un prion qui va finir par exploser dans mon cerveau, qui va ressembler à une éponge. Mais au-delà du prion, il y avait aussi l'idée que les gens ont découvert, entre guillemets, enfin, en tout cas, quelque chose que beaucoup d'entre eux ignoraient, à savoir que le bœuf qui arrivait dans leur assiette avait été nourri avec des farines animales
y compris avec des farines fabriquées à partir de moutons malades. Et ça, c'était pas forcément quelque chose que les gens avaient en tête, et ça pouvait passablement amoindrir leur appétence pour la viande bovine. Aujourd'hui, c'est un petit peu pareil pour les vaccins, parce que effectivement, on a beaucoup communiqué, en particulier sur l'efficacité vaccinale, qui est quand même très élevée pour ces vaccins-là, sauf que pour une grande partie du public, c'était une question qui était ignorée. C'est-à-dire que les gens n'ignoraient pas qu'il pouvait y avoir des effets secondaires, en particulier parce qu'effectivement, il y a eu toute une succession de controverses sur des effets secondaires avérés ou supposés de tout un tas de vaccins depuis à peu près 15 ans maintenant en France, depuis l'hépatite B, mais il y avait même des exemples antérieurs. Mais par contre, ce que beaucoup de gens ignoraient, à mon sens, c'est le fait qu'un vaccin ne marche pas forcément, et qu'il y a une efficacité qui n'est pas de 100%. Alors en plus, quand on leur explique que quand même, on a là des vaccins contre la Covid-19 qui ont une efficacité qui est largement supérieure à celle des vaccins contre la grippe saisonnière, là, pour le coup, les gens découvrent, pour beaucoup d'entre eux, que le vaccin contre la grippe saisonnière n'est pas forcément très efficace. Donc, c'est encore c'est un aspect de la crise où finalement, ça dévoile quelque chose que les gens auraient pu savoir, mais que la plus grande partie du grand public ignorait. Et ça, effectivement, ça peut compliquer la situation parce que les gens découvrent qu'un vaccin, ça ne marche pas à tous les coups, sachant que c'est aussi une raison pour laquelle il faut qu'on ait une couverture vaccinale très élevée pour compenser ce petit souci. Ensuite, j'ai souligné le fait que les professionnels de santé jouent un rôle clé du point de vue de législation vaccinale. D'abord parce que c'est grâce à eux qu'on peut cultiver la confiance dans nos relations de face à face. Il y a beaucoup de travaux en sociologie qui portent sur ce que c'est que la confiance, mais en particulier, il y en a certains qui insistent sur le fait que finalement, c'est quand même dans une relation de face à face qu'on peut le plus facilement possible instaurer la confiance. Pour filer ma comparaison avec la vache folle, en l'occurrence, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'acheter du bœuf dans les supermarchés et qui se sont retournés vers le boucher du quartier. Et effectivement, là, pour le coup, ils avaient un vrai boucher en chair et en os avec un tablier blanc, des taches de sang dessus. En fait, ils pouvaient presque le toucher et ça les rassurait par rapport à la viande qu'ils vendaient. Donc, les professionnels de santé et en particulier les médecins, ils ont vraiment un rôle très important à jouer. On a vu qu'ils font aussi partie du problème parce qu'on n'a pas forcément ils étaient bien sûr prioritaires dans la campagne de vaccination actuelle, mais on n'a pas forcément des taux de vaccination qui sont très élevés parmi les professionnels de santé aujourd'hui. Donc, ils font partie à la fois du problème et de la solution. Et le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, donc vous l'aurez compris, de mon point de vue, effectivement, si on considère l'hésitation vaccinale comme un processus de décision qui est vaccinodépendant, qui varie pour chaque vaccin et qui met en jeu effectivement une question de confiance qui n'est pas donnée mais à construire. De ce point de vue-là, c'est pas forcément un problème l'hésitation vaccinale. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a dans cette campagne de vaccination, c'est la politisation des enjeux vaccinaux. C'est-à-dire que quand on suit finalement la proportion de Français qui doutent ou refuseraient le vaccin depuis le mois de mars 2020, on s'aperçoit que à chaque fois, quasiment à chaque enquête, quand c'est mesuré, la variable qui joue le plus sur l'attitude à l'égard du vaccin, c'est la proximité partisane. Donc, ce sont les gens qui sont le plus à droite ou le plus à gauche qui sont les plus enclins à refuser le vaccin. Et ça renvoie plus largement au fait que je pense que dans une large mesure, l'opposition à ce vaccin est aussi une forme d'expression d'un mécontentement sur la gestion de la crise. Donc, ce qu'on observe, c'est que ce sont les gens qui ont le plus souffert, en particulier des conséquences psychosociales et matérielles du premier confinement notamment, qui sont les plus hésitants, qui sont les plus enclins à dire qu'ils refusaient le vaccin quand il arrive. La bonne nouvelle, c'est que tant que la question sur le vaccin à venir est politisée et peut être l'occasion pour les gens d'exprimer un désarroi ou un mécontentement, on a une forte hésitation vaccinale. Et puis quand le vaccin devient une réalité à portée de main, comme ça a été le cas à partir de janvier, là, pour le coup, l'hésitation vaccinale recule parce que il y a un petit peu un principe de réalité qui s'impose et au-delà du mécontentement qu'on pouvait exprimer en disant que refuser le vaccin, on a l'opportunité de l'avoir. Mais là, pour le coup, on reste quand même aujourd'hui à des niveaux d'hésitation vaccinale qui finalement sont à peu près ceux qu'on avait en mars 2020 et qui posent quand même problème par rapport aux objectifs qu'on a de couverture vaccinale. Et sur cet aspect de politisation des enjeux vaccinaux, juste, je vais terminer justement pour revenir sur les professionnels de santé, parce que justement, ce qu'on observe chez les professionnels de santé, par exemple, c'est le fait que ce sont ceux qui sont dans les positions les plus subalternes, qui sont les plus opposés à la vaccination. En particulier, les aides-soignantes sont nettement plus opposées au vaccin que les médecins, par exemple. Et ça renvoie aussi au fait que
on a affaire là à des personnels qui ont beaucoup souffert de la crise, qui ont été beaucoup impliqués, qui pour beaucoup sont aussi en lutte depuis des années pour réclamer davantage de moyens. Et donc, ce sont aussi ces personnes qui sont en difficulté et qui ne sont pas forcément satisfaites de la façon dont leur quotidien a été géré, dont leurs revendications ont été entendues depuis un certain nombre d'années, qui sont aussi les moins enclines à accepter le vaccin. Donc, voilà, de mon point de vue, effectivement, finalement, le contexte actuel de la Covid-19 illustre vraiment, à mon sens, l'intérêt d'envisager les attitudes de la garde de la vaccination en termes d'hésitation vaccinale, en termes de processus de décision qui implique de construire de la confiance, y compris avec les professionnels de santé. Mais ça illustre aussi le fait que de plus en plus aujourd'hui, il y a une politisation des enjeux de santé, alors là encore des enjeux vaccinaux, qui peut poser un problème. Juste pour terminer là-dessus, un des aspects de la crise sanitaire actuelle aussi, c'est qu'il y a eu un fort accroissement des inégalités sociales. Et on sait que quand les inégalités sociales augmentent, la cohésion sociale diminue. Or, la cohésion sociale, on va en avoir besoin parce que si on veut atteindre les objectifs de couverture vaccinale, il va falloir aussi convaincre en particulier les populations adolescentes et puis les parents d'enfants de se vacciner ou de vacciner leur enfant. Et ça, c'est pas gagné. Et là, pour le coup, il y a vraiment une question de confiance et de cohésion sociale qui se pose. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Peretti-Vattel, pour cette analyse qui montre à la fois la complexité des facteurs qui peuvent être en cause ou faciliter l'attitude de nos concitoyens. En vous écoutant, j'ai retenu bien sûr un mot-clé qui est la confiance. La confiance ne se décrète pas, la confiance se gagne pas à pas. Chaque pas altère la confiance, ce qui est une approche extrêmement difficile, à la fois qui dépend de facteurs sociaux, politiques et mais aussi de réception individuelle. Parmi les éléments que vous avez abordés, pour restaurer la confiance, quel est celui ou les deux que vous pensez être les plus importants? C'est pas une question facile. Déjà, je pense que si on parle de la confiance de la population, il est capital d'abord de convaincre les professionnels de santé. Je pense que si on a une forte adhésion, en particulier, c'est déjà un petit peu le cas maintenant, mais quand on va pouvoir vraiment vacciner en médecine de ville, ça va vraiment être capital de réussir à convaincre les professionnels de santé. Et puis, ça c'est le premier point. Et puis, après, plus généralement, je pense aussi qu'il faut être très clair sur les bénéfices individuels et collectifs de la vaccination et sur les bénéfices sanitaires ou non sanitaires de la vaccination, en particulier sur le fait que pour les plus jeunes, le bénéfice sanitaire individuel n'est pas forcément présent, mais qu'il y a d'autres types de bénéfices et qu'il faut aussi être capable de souligner le fait que on se vaccine pas forcément pour soi, mais aussi pour les autres. Et je pense que sur là-dessus, il faut être très transparent et très clair pour essayer d'emporter l'adhésion des plus jeunes. Voilà, ne pas leur faire croire que ils sont très exposés et que c'est vraiment pour leur propre santé qu'ils se vaccinent, mais bien essayer de les convaincre de faire preuve justement pas forcément du coup de fraternité comme le terme est évoqué, mais en tout cas d'altruisme. Voilà, je pense que la transparence pour convaincre les gens de faire preuve d'altruisme, c'est un autre aspect qui est très important de mon point de vue. Altruisme, générosité collective et parfois aussi, je parle des professionnels de santé, ne pas nuire et ne pas prendre la possibilité de nuire, ce qui est toujours mal vécu. On a eu des retours au niveau de l'espace éthique, des retours des EHPAD dans ce sens, avec un vécu qui est parfois difficile chez les résidents des EHPAD et leurs familles.
Merci. Donc, je passe la parole à Patrick Calvas. Je vous rappelle que vous pouvez poser en permanence des questions par chat, que nous aurons une discussion et un échange en table ronde à la fin de la prise de parole des intervenants. Patrick Calvas, donc, qui a le regard d'un biologiste universitaire, généticien de renommée, et qui va aborder le problème sous un autre angle, avec des données qui permettent de le positionner peut-être différemment. À vous, Patrick. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'assister à cette édition sur Zoom sur la réticence à la vaccination en France. Je voulais remercier Jacques Bringer et Pascaline Rocher de m'avoir invité à parler de cette thématique qui est très, très éloignée de mon quotidien. Et c'est justement plus comme un citoyen que comme un médecin généticien ou un scientifique que je vais l'aborder. Et je vais l'aborder face à l'adhésion à la vaccination anti-SARS-CoV-2 vue au travers de l'opinion vaccinale, terme que j'ai volontairement rajouté à celui d'hésitation vaccinale, pour corréler l'opinion publique face à l'adhésion à la vaccination avec celle qui est transmise à titre d'information par la presse quotidienne et aussi la presse des hebdomadaires. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes à observer. Alors, opinion, hésitation vaccinale, le phénomène d'hésitation vaccinale, on vous l'a dit, on pourrait encore en parler pendant des heures, c'est une résultante d'un processus extrêmement complexe qui amène chaque individu concerné à l'aide de données qui sont des données impersonnelles, qui sont globales, scientifiques, médicales, le risque de la maladie, la contagion, etc., de données personnelles qui peuvent être dogmatiques et qui sont le plus souvent inamovibles, mais aussi de données subjectives, voire émotionnelles, qui vont l'amener à avoir une perception qui sera la sienne, variable, fluctuante dans le temps et aboutissant à une décision d'adhésion à la vaccination ou d'un rejet, qui n'est pas forcément une décision globale, mais qui peut être une décision tout à fait ponctuelle, comme il vous l'a été montré en fonction de la maladie et des circonstances. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous parler de ça? J'ai simplement regardé la presse écrite et son contenu. Pour éviter tout biais, j'ai balayé de la droite à la gauche et j'ai extrait quelques images que je vais vous montrer qui sont tirées du Figaro, de Libération, de l'Obs et de l'Express pour balayer, non pas dans les extrêmes, mais enfin quand même dans les deux bords et gommer tout contenu politique à cette presse. Et j'ai comparé ces réactions de la presse ou cette information de la presse à l'évaluation des intentions vaccinales qui sont elles-mêmes extraites des données publiées par les instituts de sondage pour lesquels j'ai fait une bête moyenne arithmétique pour arriver à la courbe que je vais vous montrer. Et puis j'ai mis les deux phénomènes en parallèle pour en déduire une opinion vaccinale et vous verrez qu'il y a quelques corrélations qualitatives qui en découlent et qui ne sont pas du tout inintéressantes. Alors, la chronologie des intentions de vaccination, elle vous a déjà été montrée. Je vais vous la remontrer à partir de l'enquête Ipsos qui a été faite en octobre 2020. Et vous voyez que la France est championne du monde de l'opposition vaccinale. Sur ce graphique, on peut voir qu'il y a effectivement une adhérence assez massive de l'extrême-orient, mais si on prend le vieux continent, il n'y a pas vraiment de gradient nord-sud, pas vraiment de gradient est-ouest, et donc il y a des phénomènes qui, au-delà de la rationalité, interviennent dans une certaine coutume, mode de vie, appréhension, méfiance ou défiance vis-à-vis de diverses institutions dans la décision. Bien entendu, lorsqu'on affine les choses, on s'aperçoit que plus le sujet interrogé est âgé et plus il est en faveur. Il faut dire que ça fait déjà 10 mois qu'on lui assène que l'âge est un facteur de risque majeur avec les comorbidités de se sortir de manière extrêmement péjorative d'une infection par la Covid. De manière un petit peu plus surprenante peut-être, en tout cas surprenante pour moi, les femmes ont une défiance vaccinale qui semble plus marquée que les hommes, puisque 35% seulement sont opposés en octobre chez les hommes et 50% chez les femmes. Ça n'est pas du tout
irrationnel uniquement, puisque ces femmes expriment comme l'ensemble de la population des doutes sur l'efficacité du vaccin. Et là, on est vraiment dans le phénomène d'hésitation. Il est un phénomène qui peut être tout à fait rationnel. On est dans la nouveauté. On a peu, en octobre, de données objectives sur les essais cliniques qui sont en cours. On n'a pas encore de données sur l'efficacité. On a peur des effets indésirables. Et puis, on nous dit aussi que les gestes barrières sont très efficaces et certaines personnes adhèrent totalement à cette protection passive contre l'infection faite de la distanciation sociale. Mais il y a des données qui sont totalement irrationnelles et on vient de vous en parler. Il y a une défiance dans les scientifiques ou un manque de confiance dans les scientifiques qui, là aussi, est assez curieuse. Bon, alors il est difficile et relatif d'utiliser ce type de cours pour lesquels, notamment, l'axe des ordonnées n'est pas très clair ou clairement défini par les auteurs. Par contre, regardez ce qui est quand même assez intéressant, c'est la confiance dans les institutions politiques. La médiane de l'acceptation à la vaccination corrèle parfaitement avec la note moyenne de confiance que les gens attribuent à leurs institutions politiques. Donc ça paraît très corrélé. Et quel est le rationnel à tout ceci? Eh bien, on va le revoir dans la théorie du complot, dans toutes ces choses qui sont sous-jacentes à cette prise de décision et qui échappent à toute rationalité. Alors cette enquête très intéressante de M. Brouard du CEVIPOF de Sciences Po est tout à fait en corrélation avec ça. Là, on n'est plus dans l'acceptation de la vaccination, mais le respect des consignes d'évitement, où on retrouve cette confiance dans les institutions. Mais ce que je voudrais que vous regardiez surtout, c'est le rôle des émotions, donc de quelque chose qui est totalement irrationnel dans la prise de décision, quel que soit le modèle utilisé, ou la peur qui a été jouée largement par les autorités vis-à-vis de la promotion des mesures d'évitement social est au premier plan de cette crainte, donc parmi les facteurs irrationnels. Alors quand on regarde les intentions de vaccination anti-Covid, eh bien, on voit cette sorte de courbe en U avec 3 périodes. On commence à parler des vaccins, mais on n'y croit pas encore. On a les vaccins qui arrivent en novembre avec des premiers essais cliniques. En décembre, un tout début d'éclosion de la campagne vaccinale à fin décembre en France. Et puis, le post-vaccinal avec cette intention, cette confiance dans la vaccination qui remonte, probablement dû à des facteurs multiples et je voudrais vous montrer le rôle de l'accompagnement de la presse à cette décision ou dans cette prise de décision du public. Voilà le traitement de l'information. Nous sommes en novembre 2020. La promesse d'un vaccin se précise. On est dans une tonalité extrêmement positive. L'efficacité à court terme est spectaculaire. Bien entendu, il reste que quelques interrogations, mais on est dans une démarche extrêmement positive et on a même un jeu de mots absolument extraordinaire de Libération, le tube de Covid comme étant le tube de l'hiver. Donc quelque chose d'extrêmement encourageant, alors avec une petite inertie, où on arrive à décembre 2020, et cette inertie se teinte du caractère dubitatif d'un doute parmi les soignants. Alors quand on lit le gros titre, on a un gros doute sur ce qui est l'antidote devant être la panacée contre cette maladie. Et enfin, cet antidote, il fait l'objet de défiance, y compris chez les professionnels. Et il faut aller très loin dans l'article pour voir que lorsqu'on interroge les scientifiques, professionnels de l'immunologie ou de la vaccinologie, il y a quand même, dit-on, des gens qui vont chercher des sources fiables et on est sûr qu'avec une bonne information, on va renforcer les choses. Mais le gros titre n'est pas tout à fait celui-là en décembre. Et en décembre, les opinions, les intentions vaccinales positives sont au plus bas alors que la campagne de vaccination peut débuter. Plus loin encore, alors que l'on est dans une parution hebdomadaire où on peut creuser les choses un tout petit peu plus, le gros titre est celui-ci. Il y a des manifestations d'envergure de gens qui sont des militants associatifs qui ne veulent pas de vaccin et où on met en avant la théorie du complot où je ne sais quel GAFA va nous injecter des puces dans le cerveau pour nous contrôler et où certains disent que c'est parce que l'information n'a pas été bonne. Là, il y a une réflexion par derrière et qu'on n'a pas su donner la confiance dans ces vaccins
par une explication des pouvoirs publics suffisamment accessible aux citoyens. Et puis on arrive à la fin de cette année 2020 et là on quitte complètement le rationnel et on nous parle des lendemains qui vont nous permettre de renouer avec une vie sans distanciation, consommant avec frénésie tous les plaisirs de l'existence, qu'ils soient culturels ou d'autres natures. Janvier-février 21, la campagne de vaccination commence. On a commencé par les plus fragiles et on s'aperçoit que notre voisine, dont la maman est en EHPAD, finalement a vécu de manière positive la vaccination de son aîné et que celle-ci ne s'est pas déroulée si mal que l'on craignait. Et donc, finalement, ça ne se passe pas si mal que ça et on le relaie. On le relaie par deux choses qui sont assez extraordinaires. C'est que autant on était contre les vaccins avec une certaine dose de défiance dans la presse, autant là, on est marqué par la pénurie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous donner ce à quoi nous devrions accéder sans difficulté, que ce soit dans les journaux de droite ou dans les journaux de gauche, où on va même un tout petit peu plus loin en nous disant « mais regardez, en France, on n'est pas fichu de vacciner correctement, les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël piquent à tour de bras, et pour ce faire, ils ont des moyens absolument extraordinaires, alors que nous, ici, on fait jouer la fibre de l'égalité et de la fraternité en disant il y a une fracture vaccinale comme il y a une fracture sociale, et on prétend vacciner les plus fragiles, mais ce sont les gens qui ont le plus de difficultés d'accès aux centres de vaccination, aux prises de rendez-vous par Internet. Et donc là, effectivement, on réveille effectivement un esprit national de solidarité, alors que de l'autre côté, l'Amérique triomphante met des super infirmiers à vacciner en costume de Superman. Et là encore, l'explication est que la frilosité nationale est liée non pas à un état d'ambiance de notre culture, mais simplement parce qu'on a accordé trop de crédit aux antivax ou donné assez peu d'explications. Et alors, on va renforcer les choses en disant, attention, derrière la science officielle, les vaccins pour lesquels, effectivement, il y a peut-être quelques effets secondaires qui sont éventuellement extrêmement désagréables, eh bien, vous êtes l'objet de tout un tas de charlatans. Retournez-vous, reprenez confiance dans la science officielle. Et on arrive, avec mars et avril 21, à un pic d'acceptation vaccinale, mais on est encore dans la carence et il devient urgent de vacciner toute la population, comme si on avait renversé cette prise de conscience au travers de la presse. Alors là, on se demande même comment rattraper le temps perdu, comment allons-nous pouvoir rattraper nos voisins qui ont fait beaucoup mieux que nous, même si ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, on repart dans une dynamique positive de la presse qui accompagne ou précède cette adhésion à la vaccination. Là arrive le coup de Trafalgar, des complications certes rarissimes, mais graves, des vaccins contenant des adénovirus comme vecteur non réplicatif de la protéine S, et par contre, on a un traitement qui est beaucoup plus mesuré avec la prise en compte de la santé publique, la prise en compte du risque vaccinal qui est finalement très très rare, et la prise en compte d'études qui vont permettre de trier la population. Et on va donc assister à ce moment à une demande des médecins de pouvoir élargir leur capacité vaccinale, de rentrer dans le jeu. Mais là encore, quand on regarde les exergues du texte, on a des choses qui sont un petit peu outrancières en disant on veut du Pfizer, ce qui amène probablement à une déconsidération des vaccins d'AstraZeneca ou de Janssen, dont effectivement l'utilisation chez une population triée ou à des doses qui sont en cours de révision arrivera probablement à compenser le risque des effets. Donc, juste quelques remarques. Il existe une corrélation entre un entraînement vaccinal donné par une tonalité positive de la presse, et donc ces messages sont en accord avec l'intention vaccinale. Les contenus de la presse ne se départent jamais de la facture journalistique commune, et seule une lecture complète en profondeur des articles permet de retrouver l'ensemble des arguments, et il y a toute une éthique qui est correctement traitée du pour, du contre, de l'effet positif, de la bienfaisance et de la non-malfaisance, mais le sens global n'est pas trouvé ni à la lecture des titres, ni des fragments en exergue. Or, citoyens pressés que nous sommes, fondons souvent nos opinions sur ces organes d'information
sur une lecture rapide qui passe probablement trop souvent sur la profondeur des choses. Alors bien entendu, c'est une corrélation, mais ce n'est pas forcément un synonyme de causalité, mais il est quand même une question à se poser de savoir si la corrélation dans le temps ne démontre pas qu'il y a, s'il y a nourriture de la presse par l'opinion publique, il y a aussi nourriture de l'opinion publique par la presse, et qu'il faut avoir à la fois une éthique de la lecture, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des choses, et aussi une éthique de l'écriture, c'est-à-dire savoir ne pas trop mêler des titres accrocheurs à des sujets aussi sérieux. Voilà donc une chose à méditer dans notre lecture quotidienne, et je vous remercie de votre attention. Merci Patrick Calvas pour cette analyse intéressante, originale de la presse. En vous écoutant et en regardant ce tour des médias, je me disais que cela donnait raison à un ancien président de la République qui disait « Il n'y a rien de plus vieux qu'un journal de la veille, puisque les titres qui vont venir effacent des titres précédents ». Et on l'a vu à travers les commentaires sur la fluctuation saisonnière de l'opinion face à la vaccination ou sur la vaccination, qui traduit la perception des Français. Il est difficile de savoir ce qui fait la poule et ce qui est l'œuf, c'est-à-dire que dans les corrélations entre les titres médiatiques et l'opinion des Français, bien sûr, il y a une nourriture mutuelle qui certainement influence. En tous les cas, merci, car ça ajoute à l'analyse. Pas de questions particulières dans les chats sur cet exposé. Donc, on l'abordera, la discussion, après que nous ayons entendu Jean-Michel Bruel, donc président de France Assos Santé Occitanie, et qui va traduire une vision, un angle de vue attendu, car celui du représentant des usagers, des patients, des citoyens. Micro pour Jean-Michel Bruel. Merci Jacques de votre invitation à partager ce temps d'échange. Je suivrai les recommandations de Pascaline en ce qui concerne le temps qui urge et qui passe, et son souhait de ne pas m'appuyer sur le support que j'avais préparé. D'autant que, en fait, beaucoup de choses que je voulais vous évoquer ont été abordées et de manière très brillante, et je sais que l'organisation de ces temps d'échange permet de les retrouver par la suite. Et je serais très intéressé, pour ma part, de revenir sur certains des diaporamas qui ont été présentés. Alors, un certain nombre d'entre vous savent que j'ai un passé de professionnel de santé. Ce passé de professionnel de santé m'a conduit, sur la fin de mon parcours, à m'investir auprès des associations d'usagers, qu'ils soient patients ou qu'ils soient citoyens. Et alors que la plupart des usagers ont une certaine défiance vis-à-vis des soignants pour les représenter, parce que le patient a souvent été utilisé par un trop grand nombre comme un alibi, c'est les patients et les usagers avec lesquels j'avais pu travailler qui sont venus me chercher pour me demander de prendre la coordination de l'ensemble des associations d'usagers en Occitanie, ce qui représente une centaine d'associations et probablement 10 à 12 000 membres. Et donc, c'est leur voix que je porte aujourd'hui, même si je considère que mon passé professionnel me met de temps en temps dans une position d'interface peut-être utile. Alors, en fait, je m'étais interrogé d'abord sur réticence au pays de Pasteur, et je m'étais dit, le pays de Pasteur, c'est une chose, et Éric Delaporte nous a montré combien
les problèmes géographiques pouvaient influencer. On y reviendra peut-être dans la discussion à propos de l'Afrique. Mais je voulais dans un premier temps me dire que finalement, on était au pays de Pasteur, mais on n'était plus au temps de Pasteur. Et je voulais opposer 2021 dans lequel nous sommes au temps de Pasteur. Et je voulais le faire à propos de 3 axes. Celui de la progression exponentielle des connaissances que je ne ferai que citer, et je ne vais pas plus détailler, vous l'imaginez bien. Et puis je voudrais, dans ces différences entre ces 2 époques, pointer 2 éléments qui ont été évoqués par les intervenants précédents. C'est le rapport au risque et c'est les moyens d'information. Alors d'abord, le rapport au risque. Le rapport au risque, il risque en termes de fatalité ou de fatum, comme on peut le dire. S'il ne s'est pas inversé en 50 ans, en tout cas, il a profondément changé. Et aujourd'hui, la plupart des citoyens, trop nombreux sont les citoyens qui imaginent pouvoir obtenir un risque zéro. Or, le risque zéro, c'est une utopie. Et d'ailleurs, quand on parle du rapport bénéfice-risque, et Éric Delaporte et les autres intervenants d'ailleurs ont eu raison d'insister sur ce point, le rapport bénéfice-risque serait infini mathématiquement si le risque était égal à 0. Et donc ce risque qui est en fait à la fois la possibilité d'un danger en termes de réalité et d'occurrence du danger, et en même temps le risque qui concerne aussi les conséquences potentielles occasionnées par le danger. Dans le langage courant, il fait référence à des concepts assez divers, soit franchement négatifs, le danger, le péril, la menace, l'accident, soit plus neutre, l'aléa, le hasard, soit carrément positif, mais c'est rarement le cas, la chance ou la fortune. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui la tendance à vouloir un risque zéro, qui est encore une fois une utopie, on peut se poser la question de quelles ressources va-t-on garder après avoir tenté de s'être protégé de tout. Et quand je dis ressources, je parle de ressources au sens le plus large, à la fois pour l'individu et pour la collectivité. Le deuxième point qui me paraît important dans le changement d'époque, c'est des moyens d'information qui me paraissent démesurés et probablement souvent confus. Il y a les informations officielles, les médias audiovisuels, la presse écrite, et j'ai été très intéressé par la belle analyse qu'en a faite Patrick Calvas, et on y reviendra dans la discussion. Peut-être aussi doit-on donner une plus juste place à la place démesurée qu'a aujourd'hui l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Parce que l'information qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une information qui est directe, qui n'est en rien contrôlée ou vérifiée, ce qui est quand même normalement dans l'éthique du professionnel de l'information qui est le journaliste. Et c'est souvent, mais pas que sur les réseaux sociaux, c'est souvent un mélange avéré des faits et des opinions, ce qui est quand même tout à fait différent. Et puis en plus, ces moyens d'information, ils ont des objectifs dont on peut se demander s'ils ne sont pas trop souvent dévoyés par l'utilisation du taux d'audience ou de partage d'informations. Et ce taux d'audience, qui est un des moteurs essentiels du financement, enfin de la rentabilité de la publicité, il n'est qu'à voir certains médias télévisuels pour se dire que finalement, il doit jouer dans le flot d'informations déversées, parfois de manière insuffisamment contrôlée. Et puis, dans ces moyens d'information que je qualifie de démesurés et confus, il y a l'impact du contre-exemple. Et ça, en termes d'information et pour la confiance
sur laquelle ont justement insisté les orateurs précédents, le contre-exemple, c'est un problème majeur. Et quand on regarde pourquoi il y a eu aujourd'hui en 2021, pourquoi il y a eu et il y a encore tant de réticences, eh bien, on reprend un certain nombre des éléments que je viens d'évoquer. Il y a eu un développement ultra rapide des vaccins, ça a été évoqué et argumenté avant moi. Il y a une évaluation des risques qui n'est pas en regard de la réalité. Je ne veux pas dire une évaluation irréelle, mais en tout cas en distorsion avec la réalité. Quand on regarde les risques, le rapport bénéfice sur risque, il faut expliquer les bénéfices, il faut expliquer les risques. Et aujourd'hui, ce qui est trop souvent fait, c'est des risques qui sont exposés au grand public sans explication. Quand on parle des risques du vaccin AstraZeneca et notamment des risques thromboemboliques qui ont conduit à des accidents graves, il faut savoir de quoi on parle. Que pour rester dans un contexte régional en Occitanie, il y a quelques jours, on avait fait un peu plus de 4 millions d'injections en France. Et sur ces 4 millions d'injections en France, je reviendrai sur l'Occitanie après, il y a eu 34 cas à ce jour d'accidents thromboemboliques. 34 cas sur 4 millions. Et ces 34 cas, certains ont été évidemment très graves, puisqu'il y a eu 11 décès, ce qui représente un risque. Le risque létal est toujours un risque majeur, mais il faut le relativiser par rapport à la fréquence. 11 décès sur 4 millions d'injections. Et dans mon passé professionnel, quand il me fallait expliquer les risques allergiques de certains produits, j'avais l'habitude de faire référence à la mortalité des accidents de la circulation sur la voie publique. Bien, aujourd'hui, prenez le risque de mortalité sur la voie publique, eh bien, il devrait occuper la une de tous les journaux, tous les jours. Or, ce n'est pas le cas, et donc ça renvoie effectivement à la perception du risque. Et puis, il y a eu une stratégie de vaccination, les autres intervenants en ont déjà parlé, une stratégie de vaccination qui a été débordée à certains moments par des fausses informations qui se sont parfois appuyées et construites sur des évolutions réelles de l'adaptation de la stratégie vaccinale ou de la gestion de la crise. Mais quelque chose est certain, c'est que chaque fois que l'on explique quelque chose avec des informations qui ne sont pas justes, on le retrouve en boomerang. Et aujourd'hui, compte tenu de la circulation de l'information, on peut être sûr de ça. Et je ne fais pas partie des gens qui critiquent la gestion de la crise parce que je pense qu'elle est excessivement compliquée. Mais il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Les explications sur les masques pour en fait expliquer la pénurie, là où il aurait fallu simplement expliquer la pénurie, ont eu un effet de boomerang et ont certainement participé à une défiance vis-à-vis de la gestion de la crise par l'autorité publique. La stratégie vaccinale, je crois, s'est mieux déroulée et on a sans doute appris de cette erreur faite au départ pour ne pas la refaire et mieux adapter l'information. Alors, je voudrais terminer sur, en fait, comment diminuer les réticences, parce que finalement, c'est ce qui nous importe, et notamment vis-à-vis de l'ensemble des patients, des usagers et des citoyens. Alors, c'est aujourd'hui une constante, c'est qu'on cherche à rendre les usagers acteurs de leur santé individuelle et acteurs du système de santé.
Alors, dans la gestion de la crise actuelle, ça se fait comment, ça? Eh bien, d'abord, ça se fait par une explication du rapport bénéfice-risque. Et ça, les intervenants précédents l'ont dit, il faut prendre le temps d'expliquer. Prendre le temps d'expliquer. Là où les choses ne se font pas en quelques secondes. Et ce qui est fait en quelques secondes est en général mal compris. Donc, l'explication du rapport bénéfice-risque, qui n'est pas qu'un problème pour la vaccination, hein. Je vous renvoie au risque détaillé de chaque résumé des caractéristiques produits que vous pouvez trouver dans la boîte de médicaments que vous utilisez. Je veux dire, c'est une explication juridique et ce n'est en rien une explication accompagnée et qui peut informer correctement le patient. Enfin, c'est trop souvent ça, en tout cas. La deuxième chose, c'est diffuser la juste information. Et cette diffusion de la juste information, elle est une action essentielle et c'est en tout cas un des axes auxquels s'attachent l'ensemble des associations de notre union régionale, parce que diffuser la juste information, c'est une responsabilité citoyenne et c'est une responsabilité individuelle. Et c'est lutter contre le complotisme, c'est s'opposer par les arguments les plus clairs possibles à la défiance irraisonnée. Et puis, il y a un point par lequel je voudrais terminer, c'est qu'il faut que individuellement et collectivement, il faut participer à diminuer les contre-exemples. Et là, je voudrais revenir sur une demande qui a émané à plusieurs reprises de nombre d'associations de patients et d'usagers, c'est la vaccination des soignants. L'obligation de vaccination des soignants, on a parlé de l'obligation de vaccination des soignants, mais d'abord, quand un soignant se vaccine, il a un exemple positif. Donc, on l'a dit, il a une attitude qui est transparente et qui va induire la confiance. Quand il fait l'inverse ou qu'il argumente, ce qui est encore pire, il contribue à la défiance. Alors, tout à l'heure, on a parlé des personnels soignants qui étaient plus enclins à avoir une réticence et à ne pas vouloir se faire vacciner. Très certainement, l'explication par la position de lutte et d'inégalité joue. Il y a probablement aussi une explication qui est fondée sur une information insuffisante. Moi, j'ai participé avec d'autres médecins récemment à de la vaccination de professionnels de santé. Il était quand même curieux de voir que c'est les plus informés de ces professionnels qui étaient là dès le début de la vaccination. Donc, je pense que ce côté de juste information et d'exemplarité est un élément essentiel. Et je voudrais terminer sur la confiance parce que ça a été évoqué, ça a été repris par Jacques Bringer et je crois que c'est un élément très important. La confiance, ce n'est pas une valeur. La confiance, c'est une résultante de valeurs partagées. Ces valeurs partagées, elles sont très simples. C'est la transparence, ne pas faire croire que, être transparent. C'est le respect de la dignité de l'autre. Et dans ce respect de la dignité de l'autre, il y a une interaction, c'est-à-dire je participe à ma propre dignité quand je respecte la dignité de l'autre, que je sois soignant ou soigné. Et c'est ça qui permet l'obtention de la confiance. Et il me semble que ceci rentre dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins que doivent rechercher ensemble et les soignants et ceux qui sont soignés, et qui passe par une notion qui est de plus en plus
reconnu et en tout cas qui constitue un des axes forts de la politique de santé régionale de l'Occitanie. C'est le partenariat en santé à laquelle doivent contribuer et soignants et soignés. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce regard et cette analyse et ces propos. Donc, j'ouvre la discussion. Bien sûr, un certain nombre de questions sont posées aux différents orateurs intervenant sur les différents aspects, d'ailleurs. Ce que je souhaite dire, c'est que des mots sont revenus de façon permanente. C'est comment gagner la confiance par une argumentation intelligible, cohérente, vraie au sens où il ne faut jamais éviter d'aborder les conséquences néfastes et les effets secondaires des vaccins. Mais je me posais une question en vous écoutant. Je me disais que notre pays aime beaucoup les médicaments et est très réticent aux vaccins. Il aime beaucoup les médicaments, c'est un fait. Nous sommes des consommateurs de traitements médicamenteux à un niveau très élevé, notamment si l'on compare avec nos voisins européens. Et pourtant, tout traitement a une chaîne de confiance nécessaire, a des répondeurs, a des non-répondeurs et a des effets secondaires. Et pour citer un exemple, le traitement de l'hépatite C, actuellement, nouvelle thérapeutique, n'est absolument pas rejeté et est prise parce qu'il est expliqué par les patients. Et donc, je me posais la question si la vaccination n'était pas la traduction de la faiblesse de notre pays dans la prévention. Nous avons, dans tous les domaines de la prévention, un retard dans ce pays, comparé, bien sûr, à des pays qui ont le même niveau de vie, des pays nordiques. Et ça touche à la culture, bien sûr. Ça touche à la perception profonde des personnes. On sait que les pays nordiques fonctionnent beaucoup sur l'autonomie des personnes, la responsabilisation, la responsabilité et la totale clarté des informations. Et nos pays, dans ce sens, ont souvent des difficultés à aborder la prévention, l'autonomie et la responsabilisation. Voilà le commentaire que je voulais faire. Je passe la parole pour les questions par chat. Oui, alors, nous avons plusieurs questions. Patrick Tibatel a dû partir, excuse pour cela. Nous avons plusieurs questions, notamment autour du rôle du généraliste. Le rôle du généraliste en tant que conseiller de proximité. Alors, par exemple, j'ai Muriel Allot qui nous dit « Mon généraliste est contre la vaccination ». On vous entend pas. On vous entend pas. Il va falloir ouvrir le micro de Monsieur Bringer. Voilà. Éric Delaporte, peut-être, Non, mais je crois qu'il m'entend. sur le rôle du généraliste. Alors, je veux bien, mais j'ai pas entendu complètement la Micro question. pour Éric. Vous m'entendez? Jacques, tu m'entends?
Mon micro est ouvert sur mon écran. Le micro activé pour Éric Delaport. Oui, on vous entend, on vous entend. Oui, merci. Donc, j'ai pas entendu totalement la question de Pascaline. Pas de retour d'Éric Delaport. Oui. Alors, sur le rôle du médecin généraliste, il est bien évidemment fondamental, mais il y avait beaucoup de questions au niveau du bénéfice-risque et de l'information qu'on doit donner, le temps qu'on doit donner. Et c'est vrai que pour un généraliste, c'est quand même pas évident la façon dont on a demandé de vacciner, avec des vaccins assez compliqués, avec des peu de lot, avec une pression, etc. Quand on revient sur le bénéfice-risque, sur la discussion, là où c'est compliqué, c'est qu'on est tous inégaux dans la maladie, c'est une évidence. Mais encore une fois, on a fait le choix pour le Covid de sauver des vies. C'était ça la stratégie vaccinale. Donc, de vacciner alors tous les anciens. Aujourd'hui, à un jeune, le bénéfice de la vaccination, c'est quoi? C'est le passe santé pour aller en boîte et pour pouvoir voyager. Je caricature, si vous voulez. Mais par rapport aux bénéfices-risques, on voit bien que suivant les âges et suivant la population auquel on doit parler, le discours doit être véritablement très différent. Et pour revenir sur la question, sur mon généraliste est opposé, et ça me touche. Ça montre l'importance de la confiance du généraliste, et c'est fantastique justement d'avoir cette confiance. Alors pourquoi le généraliste n'y croit pas? Je n'ai pas l'information sur le message, mais on voit bien que le personnel de santé, c'est l'une des questions récurrentes également, l'interrogation du personnel de santé par rapport à la vaccination interroge. Dans mon service de maladies infectieuses, pour la vaccination contre la grippe, il y a beaucoup de réticences. Parce que, et ça a été dit par le collègue sur l'histoire du H1N1, parce qu'il y a ce sont des gens jeunes, parce que la protection n'est pas extraordinaire, c'est pas du 100%, etc. Donc c'est vrai que pour revenir autour de l'hésitation vaccinale, ce lien privilégié du généraliste par rapport à l'information, puisque souvent la discussion et l'information se terminent par « et vous, à ma place, qu'est-ce que vous feriez ?» Et donc, cette relation privilégiée est effectivement une chance, mais en même temps, si la personnel de santé n'y croit pas, et pour sans doute de bonnes raisons, hein, on est là pour essayer de comprendre pourquoi, et moi c'est vrai que je suis, entre guillemets, pro-vaccin, parce que de par mon expérience, peut-être dans les pays en développement, on voit que le vaccin a fait quand même changer des choses. Je peux comprendre que des gens se posent des questions, mais là j'ai pas l'information sur la réluctance de la généraliste à se vacciner. Donc je peux pas vraiment répondre à ça. Voilà. Il y avait une question également sur les effets secondaires sur le long terme. Oui. Là, bien sûr, on n'a pas de recul. On doit être honnête. Mais c'est vrai de tous les vaccins hein, dans la médecine de voyage. Le vaccin contre l'encéphalite japonaise, par exemple, a été mis sur le marché. Il faut faire un rappel dans combien de temps? On ne sait pas. Et pour le Covid, on ne sait pas. Il faut dire les choses très claires. Et c'est vrai que ne pas dire la vérité, comme le disait Jean-Marie Bruel, est quelque chose de totalement délétère. Parce qu'après, on ne nous croit plus, il y a juste titre, d'où la parole scientifique. On a le droit de dire on ne sait pas. Je pense que le scientifique ne dit pas assez souvent je ne sais pas. Et donc, on ne sait pas pendant combien de temps va durer la vaccination. Quand on va faire le rappel, s'il y a des effets sur le long terme, on ne sait pas non plus. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de raison de penser que sur le long terme, ça serait plus dangereux qu'un autre vaccin. Et donc là, on peut expliquer par rapport aux autres vaccins sur le long terme, on ne voit pas pourquoi ça serait différent. Vous voyez, donc c'est pour ça que ce sont des consultations qui, effectivement, pour un généraliste, prend énormément de temps si on veut le faire de façon profonde en respectant notre patient. Et pour un généraliste qui est souvent sous pression compte tenu du manque de généralistes et de la masse de travail qu'ils ont à faire, bon, c'est vraiment eux qui sont en première ligne et qui payent le plus lourd tribut, beaucoup plus que nous dans nos CHU, c'est évident, oui. Alors, j'ai une question qui est toujours autour des médecins généralistes. Les personnels soignants et les médecins hésitants, Cécile Mourlan, les personnels soignants et les médecins hésitants font beaucoup trop de dégâts en la matière quand ils sont donc très hésitants et qu'ils déconseillent. Doivent-ils être une cible de communication? Finalement, c'est ça la question.
Peut-être Jean-Michel. Jean-Michel. Alors, je ne sais pas si c'est à l'usager de répondre à ça. C'est-à-dire que je pense que le soignant, il a une responsabilité. Je pense que la majorité des usagers aujourd'hui demandent que l'ensemble de leurs soignants, à commencer par leur médecin référent, soit compétent, soit transparent et ne soit pas là même pour donner une opinion simplement personnelle. Dans la mesure où aujourd'hui on est dans un système de santé qui reconnaît des recommandations officielles, pourquoi accepter de dire qu'un médecin doit suivre les recommandations officielles dans un certain nombre de cas aujourd'hui de plus en plus nombreux et admettre qu'il pourrait prendre des distances avec en ce qui concerne la vaccination. Moi, je ne sais pas, en représentant des usagers et comme usager, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même aujourd'hui, pour compléter ce problème de l'obligation vaccinale ou de la position des soignants vis-à-vis du vaccin, on parlait tout à l'heure du passeport pour les boîtes de nuit ou pour les voyages. Les usagers aujourd'hui ne comprennent pas que des professionnels de santé puissent accepter la vaccination pour pouvoir voyager, ce qui devient de plus en plus le cas aujourd'hui, après ne pas l'avoir accepté avec une position professionnelle. Et ça, je pense que ça peut se comprendre de la part des usagers. Alors, Jean-Michel, vous aviez parlé aussi du risque zéro qui est une utopie. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Okay. Donc, il y a aussi le fameux principe de précaution qui est à double tranchant, mais aussi ambivalent. De dire, on met en avant les risques du vaccin et en même temps, on se vaccine par précaution. Donc, finalement, les gens ne savent plus sur quel pied danser. Le principe de précaution, il doit porter sur une juste évaluation du rapport bénéfice-risque. Or, encore une fois, je pense que le rapport bénéfice-risque, il n'est pas bien appréhendé parce qu'il n'est pas bien expliqué. Et ce que l'on constate aujourd'hui du vaccin, on parlait, et je trouve que la remarque de Jacques Bringer sur l'utilisation des médicaments est très juste. Moi, j'ai l'habitude de prendre une image qui est peut-être caricaturale, mais qui est l'usager lambda qui sort de chez le pharmacien. Il a un médecin qui lui a donné une ordonnance de 3 médicaments. Il y en a un qu'il considère ne pas devoir prendre parce qu'il a lu la notice et il pense que ce n'est pas fait pour lui. Le deuxième, il diminue la dose de moitié. Et le troisième, on ne sait pas pourquoi, il prend la posologie qu'on lui a prescrite, et ceci à l'insu de tout soignant. Et donc, alors que dans les 3 cas, cette attitude individuelle de l'usager est basée sur une information délivrée de manière juridique dans le résumé des caractéristiques d'un produit rendu obligatoire dans son packaging. Donc, qu'est-ce qu'on constate là? C'est qu'on constate simplement qu'on n'a pas expliqué le rapport bénéfice-risque. Parce que si on avait expliqué le rapport bénéfice-risque, on n'aurait pas ce type d'attitude. Donc, vis-à-vis du vaccin, je crois que c'est très, très important. Et je pense que ce rapport bénéfice-risque, il faut l'expliquer à la fois à l'échelon collectif, qui est un enjeu de santé publique, mais aussi à l'échelon individuel, hein, et notamment pour les personnes à risque, par définition. Une question à Patrick Calvaspe, peut-être difficile, mais j'écoutais Éric Delafont dire et rappeler que lorsqu'une maladie disparaît, on ne voit plus du tout les avantages d'un vaccin et qu'on ne voit que les effets secondaires du vaccin. Or, il y a des risques
pour que l'épidémie du Covid, par ses variants, par sa vitalité, si je puis dire, morbide, revienne, mais par moments disparaissent de certaines populations. On dit en Chine, si les informations sont vraies, qu'actuellement le Covid a quasiment disparu. Et donc, si cela disparaît, comment il voit, à la lecture de ceux qu'il a analysés, l'évolution de l'opinion des Français? C'est-à-dire, vont-ils très rapidement dire la maladie est vaincue et donc la répétition des vaccins va-t-elle être acceptée avec des taux tels qu'on les a aujourd'hui, ou bien va-t-on voir des résistances multiples? La question est effectivement assez difficile, surtout pour un non-spécialiste de la vaccination. Mais je crois effectivement que vous touchez là aussi du doigt le rôle précédent du médecin généraliste. La mémoire de la médecine est chez les médecins, et c'est quand même à eux de rappeler les risques que peuvent encourir les gens en l'absence de vaccination. On a tous oublié, j'ai vu peu de cas de tétanos dans ma carrière, quand j'étais interne ou chef de clinique. Néanmoins, j'en ai vu, mais ça restait anecdotique. Et ça l'était parce que tout le monde était vacciné contre le tétanos. Et on sait tous que la résurgence est possible si on baisse les bras sur la pression vaccinale. Et je crois que l'histoire est là. La deuxième histoire est celle de la vaccination contre l'hépatite B. La vaccination contre l'hépatite B, le développement d'une hépatite fulminante est un phénomène qui est suffisamment rare pour que peu de gens dans la population l'aient vécu dans leur entourage immédiat ou dans la narration d'un de leurs proches. Et néanmoins, le risque de développer à terme une cirrhose et un cancer du foie n'est pas négligeable, mais c'est du long terme et c'est quelque chose qui est détaché du phénomène de l'infection souvent passé inaperçu, pour lequel on n'a pas cette expérience personnelle. Bon, l'expérience personnelle dans la campagne de vaccination qu'on vient de vivre, en disant finalement ça se passe pas si mal que ça, et puis mon voisin l'a eu, et donc je pourrais peut-être l'avoir aussi parce que je suis un peu obèse, parce que je suis un peu diabétique, parce que je suis un peu âgé, est quelque chose qui n'est pas immédiat et qui ne va pas rester dans l'inconscient collectif. Et là, je crois que c'est effectivement le rôle de l'information et du pharmacien, du professionnel de santé en général, que de faire passer le message de l'efficacité de la vaccination dans son ensemble. Je ne vois pas d'autre issue, mais votre question, elle est tout à fait pertinente, bien sûr. Éric Delaporte, est-ce que l'infectiologue et le virologue craignent ou voient venir des vagues successives possibles nécessitant de multiples campagnes vaccinales? Est-ce que c'est un scénario auquel il faut s'attendre ou est-ce qu'on n'en sait rien? Alors, je vais te dire qu'on n'en sait pas grand-chose. Et c'est tout le problème du Covid, parce qu'on est devant un phénomène très compliqué. Et comme le dirait Jean-Michel Bruel, comme l'a dit Jean-Michel Bruel, je serais difficile de faire des prévisions, et à la place des politiques, j'aimerais pas être à leur place, parce que tous les modèles, tu as tous les scénarios, et donc tu as celui où il va rien se passer, et tu as les scénarios catastrophes. Pour les variants, le variant ne fait pas tout, c'est le variant dans un environnement. Et la problématique du variant, on l'a eu pour le HIV. Des fois, c'est simplement des marqueurs d'un circuit de contamination qui prend le dessus. Donc, le variant, c'est dans un contexte particulier. La meilleure preuve, c'est que pourquoi chez nous, en Occitanie, finalement, ça n'a pas flambé à variant égal par rapport à ce qui s'est passé dans l'Est. Donc, on voit bien que les facteurs sociaux, environnementaux, des facteurs climatiques, etc., qui vont intervenir. Et donc, le variant n'est qu'un des facteurs qui sont dans la propagation d'une épidémie. Et on a eu trop tendance à faire porter un chapeau énorme aux variants anglais, aux variants, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des variants qui soient un jour plus virulents que l'autre. On en a qui se transmettent quand même un peu plus facilement, ça c'est sûr, mais dans un contexte particulier. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments objectifs pour dire que les vaccins, en tous les cas à base de mRNA, ne sont pas efficaces contre les variants. Donc c'est un élément très important.
Que tu aies des phénomènes d'adaptation au virus avec le temps, oui, mais ça prend quand même pas mal de temps. Que tu aies des vagues d'infections hivernales par des Covid, on a des Covid hivernaux, enfin des coronavirus hivernaux depuis, hein, donc qui se sont avec lesquels on s'est adapté. Et puis quand on regarde au niveau du monde animal, on est dans ce qu'on appelle l'approche One Health, hein, c'est-à-dire une seule santé. On s'aperçoit que le nombre d'agents pathogènes qui potentiellement peuvent se transmettre à l'homme sont énormes et qu'avec les changements sociétaux, la déforestation, la biodiversité, etc., le risque d'émergence plutôt de nouveaux agents infectieux ne vont faire que croître. Et donc, c'est plutôt sur ce risque épidémique, hein, la plus belle émergence qui a dramatiquement réussi, c'est quand même le sida, à partir d'un seul épisode du singe à l'homme, d'avoir contaminé près de 90 millions de personnes en 30 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concernant le Covid, la souche actuelle, elle va évoluer, hein, voilà. Est-ce qu'elle va finir par s'adapter? Est-ce qu'on va avoir des vagues successives? Très probablement. Le vaccin va avoir une action de contrôle de l'épidémie majeure, c'est aussi évident. Par contre, je ne peux pas prévoir si on va avoir des vagues et à quelle période. De nouveaux agents pathogènes émergeant avec des succès plus ou moins importants, la réponse est forcément oui. Malheureusement, l'histoire de ces 10 dernières années montre à quel point on a eu le MERS-CoV, le SARS-1, on a eu le Zika, etc. C'est vrai que l'histoire s'accélère. Merci. Nous allons conclure ce Zoom éthique en remerciant d'abord les intervenants. Je pense qu'ils ont été très clairs et avec une analyse objective de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas. Bien sûr, on n'a pas tout résolu et on ne pensait pas atteindre un tel objectif, mais un certain nombre de pistes montrent qu'il faut poursuivre le chemin pour obtenir la confiance avec, notamment, et ça a été dit à plusieurs reprises, une grande responsabilité des professionnels de santé et des débats qui sont absolument nécessaires pour que la vaccination trouve la place qu'elle trouve dans des pays autres, mais le progrès de la vaccination récent dans notre pays est de bon augure. Les campagnes vaccinales à venir devront être suivies de près. Vous le savez, et ce sera mon dernier mot là-dessus, la France a choisi d'être prioritariste, c'est-à-dire de protéger les plus faibles, les plus vulnérables, les plus précaires et finalement de soulager les structures de soins au plus vite en s'attelant à cette vaccination des plus vulnérables. D'autres pays ont été plus utilitaristes en décidant de vacciner le plus grand nombre, le plus vite, y compris les jeunes, pour attaquer le front de la diffusion. C'est des débats qui reviendront si des campagnes vaccinales reviennent. Chacune, bien sûr, a ses avantages et chacune a ses inconvénients. Et c'est tout le problème des dilemmes éthiques qui sont abordés dans des débats comme aujourd'hui. Je laisse la parole à Pascaline Rocher pour conclure définitivement et annoncer notre prochain Zoom éthique. Merci à tous. Oui, merci à tous d'avoir suivi cet échange. Pardon d'avoir débordé sur l'horaire. Je voudrais juste vous préciser que notre prochain rendez-vous, ce sera le 10 juin, avec un sujet vraiment tout autre qui sera l'assistance à la procréation post-mortem. On commencera la séance par une vidéo que nous avons tournée pendant qui dure une dizaine de minutes, et ensuite on lancera un débat avec notamment un médecin qui pratique la procréation post-mortem en Angleterre où elle est autorisée. Voilà, donc rendez-vous le 10 juin à 17 h et merci encore d'avoir été fidèle au rendez-vous. À très bientôt.